Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Alors, rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Alors on a fait un petit tour des forts en étoiles ou fortifications Vauban, Star Forts. Donc star vous connaissez, ça veut dire étoile. Fort c'est le fort, tout simplement, les forts ou les fortifications en étoiles. Alors nous les Français nous appelons ça les fortifications Vauban. Vauban, donc le ministre de Louis XIV, qui a dessiné ces fortifications étoilées. On peut penser oui c'est normal, il a exporté la technique, mais bon on va voir ça un petit peu après. Donc les forts en forme d'étoile. On a fait un petit tour d'horizon de ces forts en étoile et je dois vous dire qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Ils ne sont pas tous nommés dans la vidéo précédente, il y en a partout et il y en a aussi qui ont été détruits. Parler des forts nous amène un petit peu vers le point où tout converge, le fait qu'il y en ait partout sur la Terre. On peut dire bien sûr que c'est l'Empire, que dans une perspective conventionnel de l'histoire, c'est l'impérialisme européen occidental qui s'est exporté partout. Voilà. Mais il y a des raisons d'en douter. Ces forts sont présents sur toute la planète, avec une unité architecturale extrême. Alors, nous les Français, nous appelons ça des fortifications Vauban. C'est Vauban, le ministre de la guerre de Louis XIV, qui a construit tout ça. Mais en fait, manifestement, non. Donc nous sommes identifiés en tant que Français à cette histoire et à Vauban et à cette histoire, mais il va falloir revenir dessus comme les Égyptiens les pyramides, comme les Indiens les temples et ainsi de suite. Chacun va balayer devant sa porte. Les forts en étoiles nous amènent aussi à considérer la nature de la pierre. Alors particulièrement pour les forts, je ne sais pas, mais selon la personne de New Earth Channel, la jeune femme russe, elle rapproche ça d'une structure de terrassement en Russie, quelque chose d'absolument immense qui fait plusieurs dizaines de kilomètres et qui est manifestement constitué d'un béton polymère, un petit peu comme la pyramide de Bosnie et d'autres choses qu'on voit un peu partout sur la Terre. Donc des travaux de terrassement gigantesques et une même technique, quel que soit l'endroit. Si nous regardons où ces forts sont situés, nous voyons qu'ils sont généralement situés à proximité de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau. Et si on pense aux fontaines dans les villes, si on pense à l'allusion qui est faite à cela dans La Belle Verte, où le personnage, pour communiquer avec sa lointaine planète, pour communiquer télépathiquement, a besoin d'une étendue d'eau, nous prenons la mesure de la valeur énergétique de l'eau comme conducteur. Alors selon le même auteur, un de ces forts étoilés en Russie serait manifestement exploité pour l'extraction de gaz. Et elle fait remarquer que partout où on extrait le gaz, on a besoin d'eau. Voilà, pour extraire des gaz, on a besoin de la pression de l'eau. Donc voilà qui fait sens une fois de plus. Mais ces forts eux-mêmes. Alors dans une démonstration magistrale, elle nous montre que ces forts, en fait, les avancées des forts ne sont pas fortifiées elles-mêmes. Les pointes ne sont pas fortifiées. On n'en voit pas ces archers, ces canonniers, ces arquebusiers, ces tireurs à découvert. Donc ces pointes ne sont pas des fortifications. D'autre part, elle fait justement remarquer que les fortifications pointent souvent vers l'intérieur du pays, donc pas l'endroit d'où viendrait la menace, mais parfois, pas toujours, mais parfois, laissent à découvert la façade maritime qui serait celle d'où arriverait l'ennemi. Ah oui, elle dit aussi la taille des forts.
c'est trop petit pour défendre quoi que ce soit. Et il n'y a pas d'accès pratique pour l'approvisionnement, que ce soit en nourriture ou en munitions. Donc là, il y a quelque chose qui ne colle pas non plus. Mais il fallait le voir. Quoi qu'il en soit, il y a tellement d'incohérences dans la version qui nous explique que ceux-ci sont des forts, que ces constructions sont des forts, que nous devons bien en douter. Notamment par cette image qui montre un canon pointé sur ses propres fortifications. Ce qui n'a bien évidemment aucun sens. Et ce qui nous amène au volet suivant, et pas le moindre, l'aspect de dissimulation. Parce que la mise en scène est partout la même. Ça aussi c'est intéressant. Partout nous avons des fortins, nous avons des casemates, on a même mis les canons, bien qu'on les ait pointés là où il fallait pas. Et ça c'est la mise en scène pour les forts étoilés qui sont toujours visibles et font partie de notre histoire et de notre patrimoine, comme Vauban, la gloire de la France. Nous avons aussi le fait qu'un grand nombre d'entre eux, nous dit cette dame, ont été détruits. Et elle nous montre 3 exemples en Russie de ces forts qui ont été détruits d'une façon particulière. Comme par hasard, on a entamé une exploitation minière à proximité. Mais comme vous avez vu, il y a toujours de l'eau. Donc la carrière a été inondée très vite. Et dès que la carrière a été inondée, elle a été abandonnée. Alors c'est intéressant parce que quand on exploite, on pompe l'eau. C'est quand on cesse de pomper que les carrières s'inondent. Mais pourquoi ce n'était pas le seul endroit où il y avait du granit, il y en avait partout, plein la région. Manifestement, il y a un motif. Il faut détruire les preuves. Nous avons déjà évoqué le sujet, la destruction des preuves. Alors là où il n'y a pas eu d'ensevelissement par le déluge de boue, on inonde avec l'eau. Donc il y a des gens là qui savent ce qu'ils font et qui le font systématiquement. Donc cet aspect de dissimulation organisé par des forces qui ont la mainmise sur notre monde manifestement nous amène à parler de la réinitialisation. Donc il y a eu cette réinitialisation avec une première phase de destruction et l'humanité a été purement et simplement soit détruite, soit manipulée dans son esprit avec un effacement de la mémoire. Alors ça on ne sait pas très bien, il y a plusieurs théories. En tout cas, la phase suivante de destruction se poursuit. Alors si nous n'avons que 200 ans, effectivement, cette phase de destruction se poursuit continuellement sous la forme du progrès technologique et de l'avancée des sciences. À ce propos, cette dame nous fait bien remarquer que les nouveaux matériaux se dégradent beaucoup plus vite que les anciens, n'est-ce pas, le soi-disant béton romain, le ci, le ça, et qu'à propos de différents monuments de soi-disant différentes époques, ont des matériaux qui tous se conservent mieux que les matériaux que nous utilisons maintenant, et les réparations que nous faisons sur les anciens matériaux, dit-elle, se dégradent plus vite que les matériaux originaux eux-mêmes. Donc cette deuxième phase de destruction et de réinitialisation permanente se poursuit, avec l'effacement cyclique de la mémoire des humains. En tout cas, ce fort en étoile nous ramène vraisemblablement au centre, c'est le cas de le dire, avec des dispositifs qui sont manifestement des dispositifs destinés à capter l'énergie. Ces forts sont donc des centrales énergétiques qui sont conçues également dans un souci de manifestement esthétique. Vous voyez ici, la dame fait allusion à un ouvrage de dentelle, donc la beauté est présente là aussi. Alors manifestement, tous ces bâtiments que nous avons sous les yeux, ceux qui sont encore visibles et ceux qui ont été détruits, ont ceci de commun, malgré un très grand foisonnement d'éléments architecturaux, mettons disparates. Si nous arrivons à regarder ce qui est commun, nous avons toujours
des pointes, des flèches, les antennes qui pointent vers le ciel. Généralement, mais pas toujours, des coupoles, des bulbes, des dômes. Nous avons la présence de la pyramide, du fronton triangulaire. Nous avons les colonnes. Et nous avons une multiplication d'éléments rythmiques. Bien, nous pouvons aussi voir qu'il y a deux styles particuliers, le style néoclassique extrêmement massif, angle droit, épuré, donc le style colonne-fronton, le temple grec, mettons le Parthénon, et nous avons les constructions absolument extraordinaires et absolument fantasques des expositions universelles, mettons. Et entre les deux, si j'ose présenter les choses comme ça, nous avons le style néoclassique à coupole, style Capitole. Et bien sûr, nous avons tous les styles historiques, comme les maisons à colombages, les choses... alors le gothique, le roman, le ci, le ça. Alors dans le roman, on a des coupoles, le roman, le byzantin, mettons. Dans le gothique, on va plutôt avoir des flèches. Alors vous allez me dire, rien à voir dans le style, mais s'il s'agit de centrales énergétiques, nous voyons que soit c'est une coupole surmontée d'une pointe, une ou plusieurs, une grande coupole ou plusieurs bulbes, un dôme principal, soit ce sont des flèches, de grandes flèches, une ou deux, ou une multiplication. Nous avons des formes de cloches aussi, avec les stupas. Voilà, nous avons un répertoire stylistique extrêmement riche, mais qui nous ramène à ceci. Un accumulateur, une antenne. Alors, on nous explique qu'il s'agit de cathode et anode. Les cathédrales ne sont pas des cathédrales, elles sont des cathodrales. Donc, une partie, la cathode, attire les ions négatifs. Alors une partie est la cathode, là il faudra revoir tout ça, et l'anode. Donc ça crée un champ électromagnétique. La coupole sert à ça, les antennes servent à ça. Donc ce sont des dispositifs énergétiques. La cathode, c'est la flèche métallique qui pointe vers le ciel et qui capte l'énergie de l'éther, et l'anode, donc non chargée électriquement, non conductrice, c'est l'ensemble du bâtiment. Pierre, marbre, éventuellement bois, toutes sortes de choses. Nous voyons que ces flèches sont métalliques, les toitures sont métalliques ou les faîtières sont métalliques, et parfois même les toitures tout entières, les dômes. Nous voyons le dôme recouvert d'or. Des structures entières recouvertes d'or. Quelle est la propriété de l'or ? Il ne s'oxyde pas. Il renvoie la lumière, bien sûr, mais l'or est l'un des métaux les plus conducteurs. Et ses propriétés sont utilisées notamment dans les ordinateurs, sur les circuits imprimés. Il y a de l'or. Les conducteurs sont en or. Donc les coupoles pourraient être des bobines de Tesla. Et puisqu'on parle de coupoles et de dômes, de verrières aussi, voilà qui me fait penser tout de même au dôme sous lequel nous vivons. Les dômes invisibles. Je crois quand même que là, il y a quelque chose simplement qu'on devrait laisser flotter dans notre esprit.
Et puis tant qu'on parle de l'électricité, je voudrais attirer votre attention sur les dispositifs électriques actuels, en tout cas les isolateurs, la production d'électricité pour ce qu'on peut en voir. Malheureusement, j'ai trouvé que très peu d'images d'anciennes centrales et d'anciennes usines. Et ces quelques images parleront d'elles-mêmes, je crois. Bien sûr, je voudrais dire un mot sur l'histoire de civilisation, architecture, beauté, construction monumentale. Bien sûr, on est frappé par la beauté de ces édifices, d'autant plus si le propos c'est que ce sont des centrales énergétiques. La beauté, le rythme, la fonction sont intimement liés et nous avons avec les éléments de représentation symboliques comme les colonnes, les coupoles, mais aussi tous les éléments décoratifs inspirés du monde naturel, que ce soit des êtres humains représentés, des animaux, des fleurs, l'eau, les rocailles. Nous avons le monde vivant, ordonné comme dans le jardin à la française, mais nous avons les inspirations du monde vivant et la rythmique des motifs du vivant. Bien sûr, nous avons cela, en plus d'une civilisation manifestement très avancée, l'énergie de l'éther, il y a des gens qui sont très admiratifs de ça, et je dois vous dire que je ne le suis pas, que pour moi tout ça c'est le monde malgré tout du contrôle, c'est le monde du mental, c'est le monde de la construction, et au final de l'enfermement. On admire les gardiens de la terre qui étaient les Amérindiens, avec leur vie très simple, volontairement très simple, et leur respect de tout le monde vivant et des cycles du vivant, et dans le même temps on est admiratif de cette technologie. Voilà, ça me pose question. Pour moi, les vrais gardiens de la Terre, les vrais êtres vivants, les vrais êtres humains sont les primitifs, entre guillemets. Et on va souvent trouver ça. Nous sommes des primitifs, ou les générations qui nous ont précédés, mais les quelques, parce que c'est 200 ans, c'est pas vieux, étaient des primitifs. Oui, et je voudrais faire une petite nuance entre primitifs, dégénérés, et je me classe dans les dégénérés, c'est pas du tout pour dire les dégénérés. Pour moi, les peuples des origines, alors ce sont peut-être même pas des origines, mais tels que les Amérindiens, les Bushmen, plein d'autres, ce ne sont pas des dégénérés, ce sont des primitifs, ce sont des hommes originaux, des êtres vivants, des êtres humains. Et nous sommes les civilisés dégénérés. Et ce qu'on voit, surtout au 19e, ce sont des gens avec des conditions de vie très difficiles, mal nourris, il y a des consanguins aussi, il y a tout un tas de choses. Et ça, ce sont des êtres que je dois bien qualifier de dégénérés, avec tout le respect que je dois à l'humain. Mais leurs caractéristiques génétiques, ou leur lien au vivant a été d'une façon ou d'une autre rompu. C'est ça que je veux dire. Donc pour résumer, la civilisation, que j'ai déjà caractérisée comme étant la culture des villes, c'est le contrôle, l'énergie, la technologie, la construction, la concentration, c'est un univers concentrationnaire de technologies plus ou moins avancées, qui est finalement la négation du vivant.
Alors on peut avoir des villes qui incluent le vivant, mais quel est le propos d'une ville et de construction monumentale, et de la technologie, et de ce besoin énergétique? Alors le déluge de boue, l'ensevelissement, l'argile. Il s'agit manifestement d'une catastrophe qui n'est pas naturelle, qui est peut-être même sélective, qui est dirigée et conduite d'une façon que nous ne pouvons pas nous imaginer, et les seules choses que nous pouvons faire, c'est observer et recouper. Et il y a quand même des observations très judicieuses que ces bâtiments magnifiques pour lesquels nous n'avons pas de photographie ou de croquis de la construction, parfois uniquement la coupole. Alors peut-être que le bâtiment était déjà terminé, manquait la coupole, ou que la coupole a été détruite et reconstruite. Enfin, ça c'est difficile de savoir, on ne peut pas le savoir. Ces bâtiments sont élevés au milieu de nulle part, de lieux qui n'ont même pas été terrassés. Alors c'est quand même curieux pour deux raisons. C'est déjà les bâtisseurs qui ont construit ces édifices n'ont pas jugé utile de concevoir un terrassement de la même qualité que les bâtiments. Et puis surtout, très important, s'il n'y a pas de terrassement, comment s'effectue le chantier? Les engins, les matériaux, la circulation autour, ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Ensuite, un point sur lequel je reviendrai vraiment beaucoup plus en détail parce que ça mérite absolument qu'on s'y attarde et qu'on fasse des enquêtes là-dessus, hein, vraiment, et qu'on ouvre nos yeux parce qu'il s'agit d'ouvrir nos yeux, c'est sous nos yeux. Et quand je vois ça, je suis effarée de ne l'avoir pas vu avant. Moi qui me suis intéressée à l'architecture et à beaucoup d'autres choses, voilà, qui étaient incitées durant mes études domestiques, je vais dire. Ce sont les proportions des bâtiments. Il y a quelque chose qui ne colle pas. En plus de l'ensevelissement d'une partie des fenêtres, manifeste, puisque en excavant, on trouve l'intégralité de la fenêtre pour des lieux qui n'auraient pas été excavés. Quand on regarde les bâtiments, il y a un problème de proportion dans une perspective de construction classique. Il y a quelque chose qui ne cadre pas. Et nous y reviendrons dans une émission consacrée à cela. Je n'insisterai jamais assez, je pense, sur l'aspect de beauté, qui est quelque chose qui nous frappe. L'harmonie du rêve de l'architecte, mais aussi la beauté des formes et du foisonnement, c'est un mot que je répète souvent, foisonnement, mais il y en a de partout. C'est absolument incroyable. Il y a du signifiant, des éléments décoratifs, des éléments vraiment empreints de la beauté du monde vivant, même si c'est un monde vivant qui est réordonné par l'esprit. C'est quand même quelque chose d'extrêmement beau. Les coupoles sont des formes rondes qui, vous, je sais pas, mais moi ça me ravit, quoi. Il y a des choses belles, de l'arrondi. Alors, par rapport à l'Art Nouveau, et notamment des gens comme Guimard et Horta, il s'agit presque toujours de choses qui sont symétriques. Or, Guimard disait la symétrie n'est qu'une mauvaise habitude. La symétrie existe dans le vivant, la symétrie existe dans le vivant, mais la symétrie existe aussi. La chiralité aussi. La chiralité, c'est une symétrie qui n'est pas exacte, qui n'est pas absolue, c'est comme s'il y avait un motif dans le vivant, un motif originel, symbolique, qui appartiendrait au monde énergétique, qui se manifeste dans cette dimension de façon assez approximative, parce que le vivant, c'est à la fois parfait et approximatif, on pourrait dire. C'est toujours flottant, renouvelé, vivant. Et bien sûr, la dernière chose que nous pourrions évoquer, et qui est souvent la toute première question, il y a des personnes qui découvrent comme ça tout d'un coup, mais pourquoi? Mais alors qui? Mais pourquoi? Alors pourquoi est toujours la dernière question à laquelle on peut répondre, parce que examiner le pourquoi requiert une préparation, un changement d'optique par rapport au réel. Donc ça, ne comptez pas sur moi pour vous le dire, d'autant que chacun y va de son interprétation et de sa vision des choses. Anunnaki, franc-maçon, reptilien, Ahriman, Satan, ceci, cela. Voilà, moi je dis les forces, puisque on ne peut voir les choses qu'indirectement. Nous voyons des forces à l'œuvre, nous voyons les forces de vie et les forces de contrôle. C'est une terminologie d'ailleurs qui est, je sais pas si elle est empruntée parce que je l'avais pas perçue comme ça, mais
Elle correspond à la terminologie de la philosophie du Tao. Le cycle d'engendrement et le cycle de contrôle implique qu'il y a des forces de vie et des forces qui contrôlent les forces de vie. Le feu serait la force de vie et la force qui éteint le feu serait la force de contrôle. Enfin voilà, quelque chose un peu comme ça, quoi. C'est très schématique, bien sûr. Alors, qui a créé ce monde ? Qui a créé le dôme ? Qui a créé les villes ? Qui a créé cette architecture ? Il semble que ces deux forces soient imbriquées, qu'il n'y ait pas Tesla c'est le bon et Edison et les Rockefeller c'est les mauvais. Je pense que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On nous a privés de l'énergie libre. Moi je dirais on nous a surtout privés de la vie. On nous a privés de notre relation au vivant, à notre relation aux forces éternelles du vivant. Pour nous entraîner dans une course à la technologie, qu'elle soit libre ou pas libre, la technologie implique le contrôle et le contrôle sur le vivant. Et le vivant, ce ne sont pas que les arbres et les animaux, et les plantes et l'eau dans une certaine mesure. Le vivant, c'est aussi notre esprit, notre âme.